Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes samedi le 6 avril. Nous entreprenons une série de rencontres de la paraculture à l'atelier librairie Le Lait Voyageur sur la rue Bélanger, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Le festival de la paraculture a été enterré de sa belle mort lundi soir au Quai des Brumes lors de l'exposition collective. Et nous pouvons annoncer dès maintenant que la paraculture est ressuscitée en cette période de Pâques. Nous sommes encore dans le carême. Et la paraculture a juste finalement enterré le mot festival lorsqu'il étant trop réducteur. Et pour ce qui est de la paraculture, faut le dire que c'est Louis Hamelin qui nous a traités de paraculture dans le Devoir, dans un texte du samedi. Louis avait assisté à la Nuit de la poésie à Jonquière où j'étais présent avec Yves Boisvert, Richard Gingras, chercheur de trésors, Jack Drill, et les frères Gagné. Fait qu'il nous a tout mis dans le même paquet. Puis il a dit, eux autres, ils étaient peut-être de la contre-culture jadis, mais maintenant, ils sont de la paraculture. Parce que la contre-culture, bien sûr, a été récupérée par tout le monde. Les savants de l'intelligence artificielle et de Silicon Valley, en passant par les Young Urban Professionals et les ancêtres des Young International Party, les Yippies, qui ne pas confondre avec les hippies. Hein, le mot hippies vient bien sûr d'un coin de rue qui s'appelle A.T. Ashbury à San Francisco, et c'était les commerçants qui faisaient des t-shirts, des colliers, puis c'est le mot hip vient de là. Fait que l'idée de la paraculture, c'est vraiment de démêler toutes ces affaires-là, puis c'est sûr qu'il y a l'Université Laval a fait un livre sur la contre-culture. L'Université de Montréal a fait un livre sur la contre-culture. Ils font des événements sur la contre-culture. Mais c'est un peu le contraire, finalement, de la contre-culture, parce que la contre-culture voulait détruire les universités, détruire l'école, tu sais, la fabrication des petits robots, de la technologie moderne, tu sais, des robots militaires, finalement, pour faire survivre le grand capitalisme, c'est sûr. Ça fait que la paraculture va continuer sa réflexion. Ça fait 3 ans qu'on est là-dessus. Mais ça devrait déboucher sur un livre. C'est comme l'histoire contre-culturelle du Québec. Il faudrait que ça débouche sur un livre un jour, mais c'est pas moi qui va le faire. Ça va être qui va le faire, on ne sait pas. Ouais. Peut-être que Bruno pourrait participer à ça. Ben, moi, je verrais ça comme une contre-histoire ou comme une histoire faite par plusieurs voix, là, un pourrait parler de tel domaine, tu sais, je sais pas, moi, Benoît Fauteux, qui était un des premiers en 62 avec Serge Lemoine à faire des happenings, tu sais, il faudrait avoir des chemins croisés, un peu comme il y en a eu avec Pauline Julien et Anne Sylvestre à d'autres époques, ou des affaires comme ça. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre pour le moment? Je pense que tu dois présenter Luc Quintal. OK, ben on fait une soirée de poésie, de prise de parole, de peinture avec Melissa Montagne qui est là, avec Jocelyn Maheu. Puis ceux qui veulent participer sont bienvenus. Puis j'ai demandé à Luc de venir à cette rencontre-là parce que je trouve important l'univers de Ferron. Puis j'ai été vraiment ma condition métisse, moi, je l'ai appris récemment, puis c'est un peu grâce à Jacques Ferron que j'ai compris c'était quoi en lisant Le ciel de Québec. Fait que je vous présente Luc Quintal de la Société des Amis de Jacques Ferron, qui va vous raconter un peu la vie de Ferron, puis tout ça. Puis après ça, ben, on continue cette soirée-là. Vous êtes bienvenus à la maison, là, venez-vous-en. Il y a de la place dans l'atelier à Fabienne. Alors, merci beaucoup, Arthur, pour cette présentation-là. On continue d'accueillir encore des gens toute la soirée. On a une belle demi-heure à passer ensemble autour de Jacques Ferron. Parler de moi et surtout de la Société des Amis de Jacques Ferron. La Société des Amis de Jacques Ferron a été fondée en 1992 à la suite d'un colloque qu'il y a eu à l'Université McGill au cours qui réunissait des spécialistes de l'œuvre. Plusieurs années après le décès de Ferron, Jacques Ferron est décédé en 1985. Rapidement, cette société-là a une mission. Elle s'appelait au départ la Société d'études ferroniennes, mais est devenue, pour englober encore plus de gens,
des amateurs, des gens du milieu de la santé, des gens de tout univers qui se reconnaissaient dans le monde de Jacques Ferron. Et c'est devenu la Société des Amis de Jacques Ferron, des hommes, des femmes, longtemps portés sous l'égide de la femme de Jacques Ferron, qui était la présidente d'honneur, Madame Madeleine Lavallée-Ferron, qui est décédée maintenant, comme Jacques Ferron. Je suis au sein de la Société le trésorier actuel. Plusieurs personnes militent. Un nouveau souffle reprend en 2019 autour de cette société-là pour faire encore plus connaître la société, l'œuvre de Ferron, ses livres. Parler de Ferron, donner quelques grandes lignes maintenant. Jacques Ferron, ben, ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite fortement à lire la totalité de l'œuvre. C'est magnifique. C'est un homme remarquable qui est né en 1921 à Louisville, dans le comté de Masquinongé. Je vais vous donner quelques grandes lignes, là. On va rapidement passer au thème qui est les métis. Jacques Ferron a étudié comme médecin. C'est un de ces grands médecins écrivains qu'on a connus, comme Jean Désy, que vous connaissez sans doute, là, et d'autres au Québec. Ferron a étudié de 1941 à 1945 des études en médecine à l'Université Laval. Il a débuté un séjour de 2 ans comme médecin à Petite-Madeleine, en Gaspésie, qui est un moment fondateur dans son œuvre. Jacques Ferron a découvert en Gaspésie une langue parlée impeccable, ce qu'il n'a pas retrouvé quand il a atterri à Longueuil, avec Jacques Cartier en fait. La langue, pour lui, est devenue un cheval de bataille important. C'est son premier cheval de bataille politique. En 1955, il a débuté des chroniques d'historiette dans l'information médicale et paramédicale. En 1958, il est devenu candidat pour le Parti social-démocrate. Ceux qui le connaissent savent que tout début de sa carrière comme intellectuel, comme médecin, il a été de plusieurs partis, même Parti libéral, mais il s'est présenté au Parti social-démocrate. Ferron a, au cours de sa carrière, obtenu les plus grands prix. En 1963, le prix du gouverneur général pour les comptes du pays incertain. Il a également obtenu le prix du Vernet pour l'ensemble de son œuvre décerné par la Société Saint-Jean-Baptiste. Il a le prix David pour l'ensemble de son œuvre en 1977, moment marquant pour lui parce que c'est René Lévesque qu'il aimait, que Jacques Ferron aimait beaucoup, qui lui a décerné. Il était très ému à ce moment-là. Jacques Ferron a été membre d'honneur de l'Union des écrivains en 1981, puis on l'a perdu le 21 avril, donc il y a bientôt 35 ans qu'on va souligner. La Société des Amis de Jacques Ferron va, à travers la page Facebook Jacques Ferron, écrivain, commémorer la chose. Si jamais vous voulez d'emblée avoir des nouvelles, si vous voulez connaître un peu plus Ferron, abonnez-vous à cette page Facebook. Vous aurez des nouvelles à la fois de l'homme, de l'œuvre, de la Société des Amis Jacques Ferron, comme il se doit. Comme homme politique, bon oui, on vous a entendu, donc il a été candidat du Parti social-démocrate, mais il a aussi fondé en 1963, avec son frère et des amis, le Parti Rhinocéros, le grand parti de la dérision, un acte magnifique, remarquable. Il y a eu des élections à partir de 1963. Ferron s'est présenté, on a eu des gens comme Gaston Miron qui se sont présentés aussi, comme Alain Arthur nous a prévu aussi, qui a été candidat dans son coin de pays. 79. En 1979. Il y a eu Wheezy Wezo, Raoul Duguay qui s'est présenté, d'autres grands, des amis aussi, la clown Sonia Chatouille, qui s'est présentée comme grande rhinocéros. J'ai un ami ici, Denis, qui a connu Sonia intimement. Jacques Ferron, donc on le voit, c'est quelqu'un qui a été important à plus d'un titre dans l'histoire du Québec. Si vous voulez en connaître plus, consultez le site Jacques Ferron,
qui lui est consacré. C'est à l'heure actuelle le site le plus complet sur un écrivain donné, qu'on doit à un grand monsieur qui s'appelle Le Gauvreau, qui a été animateur de la Société des Amis de Jacques Ferron pendant presque depuis sa fondation, en fait, jusqu'à tout récemment. Il a passé le flambeau maintenant à quelqu'un qui s'appelle Julien Vallière. La Société des Amis remerciera jamais assez Luc Gauvreau pour toutes ces années consacrées à l'écrivain qui a été conteur, qui a été historien, il a écrit des histoires qui s'appellent historiettes. Je suis un peu intimidée de vous parler maintenant. J'ai animé, je co-anime la page Facebook donc de M. Ferron. Je suis un peu intimidée de le faire live. C'est la première fois que je le fais. Excusez-moi si je bafouille, si je reprends des choses, mais c'est pour moi un grand honneur de le faire. Comme Jacques Ferron, je le côtoie depuis en fait 40 ans, un peu plus de 40 ans. Je suis un étudiant de Philippe Eck au Collège de Maisonneuve. Philippe nous a fait connaître Ferron de mille et une manières, entre autres par La Mélanchier. La Mélanchier, grand roman qu'on doit tous lire plus d'une fois, qui a été porté et mis en film, qui nous a donné en rôle-titre Gilles Vigneault, qui jouait ni plus ni moins le rôle de Jacques Ferron. Toutes ces choses-là existent encore, pas seulement en termes d'archives, mais on peut se procurer Tina Mère, qui est le titre du film magnifique. Aborder le sujet du jour, le mot métis. Le mot métis n'est pas banal dans l'œuvre de Jacques Ferron. Les grands écrivains, si je prends de mes marottes Umberto Eco, l'italien, deux grands courants traversent son œuvre depuis ses tout débuts. C'est la vérité, le mensonge, le vrai, le faux. Chez Eco, ça occupe une place démesurée, en plus dans sa bibliothèque personnelle, qui comporte 50 000 ouvrages. Sa bibliothèque personnelle est essentiellement liée à la vérité, au mensonge. Ferron, lui, de son côté, sa bibliothèque personnelle est aussi importante. On y reviendra sans doute un jour. Elle est entreposée en ce moment à la ville de Longueuil. C'est une grande bibliothèque qui comporte des ouvrages majeurs, entre autres ceux de Ferron. Ferron a lu tout ce qui s'appelle de monographie de paroisse. Il en a lu un et une autre, mais vraiment, qui lui a permis de connaître le Québec de façon intime, de façon profonde, de façon détaillée, fouillée. De voir que dans tel village, tel nom est important, que dans tel autre, c'est telle famille. Dans son coin de pays, Masquinongé, bien sûr, il y a des Ferrons, mais il y a d'autres familles qui ont occupé des places importantes. En Gaspésie, s'est rendu compte d'une chose intéressante par rapport aux Métis, que les Darèches, qui viennent des communautés autochtones, sont devenus, en quittant la région, des rochers, des du-rochers. Il y a comme les Métis, en s'intégrant à la société, ont changé leur nom, ont changé leur patronyme. Ferron était, en disant les monographies de paroisse, était très, très sensible à ces choses-là. On sait qu'il y avait un intérêt aussi pour les cimetières, qui faisaient le tour des cimetières quand ils se promenaient d'une région à l'autre pour valider, là. Oui, il y a des Élis, mettons, à Nicolet. C'est ma famille. Je sais qu'il a été sensible, qu'il a lu des textes importants sur tout ce monde-là. Et chez Ferron, le mot métis a cette importance-là pour l'historien, pour le conteur. On trouve beaucoup de métis dans ses œuvres, dans Saint-Élias, dans Le ciel de Québec, dans d'autres grands livres, les historiettes, dans Les Escarmouches, où il a pris part et pris un peu fait et cause pour la cause des Métis. Si vous avez lu et familier avec l'œuvre de Serge Bouchard, l'anthropologue, Serge Bouchard a
amené, comme dit Victor Beaulieu, dans ses grosseurs, toute cette histoire-là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Toute cette grande lignée. Pour lui, l'Amérique française, c'est aussi l'Amérique où il y a eu, d'aussi loin qu'en Californie, d'aussi loin qu'à Chicago, à Détroit, dans l'Ouest canadien, on trouve des Québécois. Ferron, je ne pourrais jamais mettre dos à dos. Ferron et Serge Bouchard, l'un et l'autre se nourrissent des mêmes faits historiques, l'un et l'autre. Chez Bouchard, par contre, on trouve cet grand volet historique, anthropologue. Ferron nous a amené à comprendre que le peuple québécois est plus lié dans sa création, dans sa réalité, dans sa, comment dire, la création, si on veut, c'est le rapport Durham qui nous a comme officialisé en termes de peuple. C'est le rapport Durham qui dit qu'il y a un peuple qui existe et effectivement ce peuple-là existe. C'est le peuple québécois, donc qui s'appelait le peuple canadien-français au début, qui est devenu le peuple québécois qu'on connaît. Ce peuple-là est composé de quoi? Effectivement, c'est, oui, des francophones de France. C'est un peuple, il y a les Métis aussi qui vient de toute cette histoire-là, l'Amérique française où des hommes, des femmes se sont mariés, ont épousé des Autochtones et ont créé les Métis. Ferron parlait dans ses escarmouches, dans ses monographies de paroisse, de voir que, entre autres, dans le coin près de Sorel, les Wawalanolais sont devenus les Nolais. En s'en-québécoisant, les Métis ont perdu leur nom traditionnel pour devenir autre chose. Les Wawalanolais sont devenus les Nolais. Les Darèches de la Gaspésie ont perdu leur appellation Darèche, très liée à une culture donnée pour devenir des rochers, des roches. Donc, on peut trouver dans notre peuple québécois beaucoup de gens qui sont issus de la communauté autochtone, métisse. Bon. Si vous aviez maintenant à vous installer, vous pourriez d'emblée avoir sur votre babillard mental deux grandes figures, la figure de Louis Riel et la figure de Gabriel Dumont. Ces deux-là ont occupé tout le long une place importante dans la pensée de Ferron. Si vous aviez dans le pot du beau monde, le bon et le mauvais côté des choses, le bon côté, c'est Louis Riel, c'est Gabriel Dumont. Le mauvais côté, c'est Groulx, l'abbé Groulx, le chanoine Groulx, qui est du mauvais côté du monde, qui nous a amené à un rétrécissement de ce peuple québécois. Ferron s'est opposé de mille et une manières à Groulx, qui nous a rétréci ce grand pan de l'histoire, cette grande de différentes manières. Les poffins aussi de l'histoire chez Ferron, on retrouve John A. Macdonald, qui a pendu au écourt Riel. Pour Ferron, la pendaison de Riel, c'est la fin d'un rêve de l'Amérique française. C'est vraiment cette Amérique mercantile où on tue littéralement l'Amérindien, où on tue les Métis, où on tue tout le monde pour faire advenir quoi? La grande traque coast to coast du monde qui aurait pu donner autre chose, mais qui nous a donné le Canada actuel. Un Canada qui a pris à sa cause Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau, pour lui aussi, a pris le côté de John A. Macdonald, à quoi Ferron s'est opposé. C'est pas vrai, là. Si on prend
actuellement, il n'y a pas longtemps où on a parlé des métis, on a parlé de l'intégration, on parle maintenant de laïcité. Ben, chez Ferron, ce débat-là a déjà été fait. Et a déjà été fait et Ferron a pris fait et cause de mille et une manières dans ses romans, dans ses escarmouches, sur le fait autochtone. On a, en s'opposant avec Groulx, on le sait, pour lui, ça n'existait pas, les Autochtones. Groulx, quand Groulx, dans ses histoires, nous a opposé, a tenté de nous imposer différents héros, entre autres de l'art des Ormeaux. On connaît le débat. Ferron a remis les pendules à l'heure en disant que c'est pas vrai. Ferron, en mettant Groulx, en mettant de l'art des Ormeaux comme le héros, c'est l'ennemi à ce moment-là, c'était l'Autochtone. Ferron a dit non, notre ennemi de tout temps, c'est les anglophones. L'ennemi est anglais. C'est pas vrai que vous allez nous opposer les Amérindiens en nous mettant ce héros de pacotille de l'art des Ormeaux. Les vrais héros, c'est les patriotes. C'est Jean-Olivier Chénier, c'est tous ces gens qui sont morts pour nous. Et en remettant les pendules à l'heure, Ferron nous ramenait à recomposer avec cette histoire amérindienne, de dire que notre histoire vient d'aussi loin que ça. On s'est associé d'une manière ou d'une autre avec les Autochtones. L'enjeu est pas banal. Si on prend la pensée de Pierre-Éliott Trudeau par rapport au Canada, ben, Ferron a remis aussi ses pendules à l'heure, de dire que la création du Canada, c'est un acte monstrueux. Monstrueux au sens où on a pendu haut et court Louis Riel, où on a fait table rase de toute une histoire, de toute une culture, puis ben, ça n'a pas de sens, ce qui s'est passé. Donc, on voit que chez les Ferron, que ce soit dans Le ciel de Québec, où ils nous ramènent ce personnage fondateur des Métis, dans les historiettes, qui nous ramène le côté que le Métis fait partie de notre culture, fait partie de notre peuple. Quand on parle du peuple québécois, c'est tout ensemble. C'est pas le melting pot multiculturel à la Pierre-Éliott Trudeau. C'est un Québec intégrateur, c'est un Québec en québécoisant où ben, on a intégré d'une manière ou d'une autre, de façon harmonieuse, différentes cultures, différents groupes de mille et une manières. Et on peut se sentir assez fier de ça. Je vous invite à lire Le ciel de Québec pour le comprendre encore mieux, à liser l'ensemble des textes de Ferron. Vous allez voir que l'ami Ferron, ben, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur qui nous a amenés à travers ses textes, à revoir notre histoire, à l'habiter, à mieux la connaître. C'est un beau moment que je voulais partager avec vous. Voilà. On peut peut-être te poser une question ou deux. Tout à fait. Est-ce qu'on peut trouver un moment précis où, dans les ouvrages de Ferron, où il a pris conscience de cette mythicitude québécoise? Est-ce qu'il y a eu un moment fondateur là, chez lui où tout à coup il a réalisé... Je n'aurais pas l'information. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait l'avoir, M. Gauvreau, sans doute. Ferron, il n'a jamais été dans l'Ouest. C'est-à-dire, il a été une fois dans son entraînement militaire, il a été en Colombie-Britannique. Mais sinon, il n'a jamais été dans l'Ouest. Puis bon, à Louisville,
En fait, il n'a jamais été vraiment en contact direct avec des groupes, des réserves amérindiennes. Donc, comment ça lui est venu? Et puis, ce que je raconte, c'est que à Louisville, il y avait comme un petit village, en tout cas une espèce de petite zone un peu grise, là. Et puis les gens les appelaient les Magouas. Alors lui, il dit ça a vraiment marqué son enfance. Il y avait eux autres, un beau petit village, un grand village. Puis il y avait à côté, comme moi, eux autres, c'est comme, c'était les Magouas, un nom qui existe encore un peu aujourd'hui. Puis il dit que quand il était dans l'armée, il était en Nouvelle-Écosse, il était aussi comme Britannique, puis quand il est allé aussi à Longueuil, il y a toujours structure-là. Un grand village comme Canadien-Français, où là, bon, tu sais, on est comme fiers de nous. Puis à côté, on rejette aussi des marginaux, des gens qui sont en marche. Donc, il dit souvent que cette rencontre-là, du Magua, qui est vraiment métis, on ne sait pas trop c'est qui, d'où il vient, comment ils habitent. C'est ça qui est à la base là, des chiquettes dans le Québec, c'est des grands villages. Là. Ça vient vraiment du Magua. Donc, ça a été à travers ça que ça a été sa révélation de l'enfance, mais évidemment, plus tard, il y en a fait une mythologie du métis et puis du Magua. Mais c'est parti de là, il a retrouvé cette structure-là. Petit village canadien-français qui, écrasé lui-même, mais se rendait un peu fier, finalement, d'en écraser un peu un autre. De rejeter un peu ces espèces de petites populations marginales. C'est parti comme d'une expérience personnelle avec les Magua. Il a projeté dans une vision politique. J'aurais une autre question. Oui. La laïcité, tu dis qu'il a beaucoup travaillé sur cette question-là. Ben, comment dire, le débat qu'on connaît maintenant, Ferron serait furieux à plus d'un titre sur le débat qu'on fait maintenant sur les chicanes. Pour lui, justement, ce côté-là, c'est je vous parlais tantôt de Pierre-Éliott Trudeau, une pensée du Canada et une autre pensée, celle de Ferron. La pensée de Pierre-Éliott Trudeau, c'était le multiculturel. Pour Ferron, c'est de la bouillie pour les chats, le multiculturel. Chez lui, on va parler d'un québécoisement, on va parler d'intégration, on va parler justement de mixité, on va parler d'intégration beaucoup plus harmonieuse. On n'aurait pas ce débat-là qui est lié à cette pensée canadienne du multiculturel. Oui, d'ailleurs, moi, je pense que le mot même d'intégration, je l'entends nulle part. Dans le débat actuel, ce mot-là, intégration, c'est presque un mot hérétique. Mm-hmm. C'est presque, on n'entend nulle part ni l'un ni l'autre. Je me permettrai une dernière remarque, si tu permets. Oui. Harper a qualifié, et qualifiait toujours dès qu'il en avait l'occasion, Louis Riel de criminel. Pour Harper, ce n'était pas un personnage politique, c'était un droit commun. Et dès qu'il avait l'occasion de dire son avis sur Louis Riel, c'était toujours dans des termes « c'est un criminel ». Pour rester dans comment ce Canada-là s'est construit, aussi, on peut rappeler que Louis Riel a été pendu en compagnie de 3 autres chefs autochtones. Et on peut rappeler aussi que les Sioux, lors de la dernière guerre indienne-américaine, ben, ils ont trouvé refuge au Manitoba, à Saskatchewan. Puis ont été accueillis par un fermier canadien-français. Et après, on connaît la suite. Sitting Bull a fini par se rendre. Et c'est oublié comment cette Amérique-là, au fond, il y a eu des interactions. Tout à fait. Et que tu rappelles ça dans les œuvres de Ferron, ça m'apparaît tout à fait pertinent. Et dans les œuvres plus actuelles, mettons Serge Bouchard, où lui nous amène à voir que les Autochtones, les Amérindiens, les Métis, on est tout ensemble dans cette même grande Amérique-là. Est venu quand Mme Bombardier avait fait son fameux truc là, sur les francophones, la communauté francophone à travers le Canada se mourait, on peut voir quand même une part où elle, sans vouloir la défendre ou dire, mais le fait francophone était immense. Ça s'étendait jusqu'en
en Californie, ils ont eu des maires, des gens qui ont eu, bon, Serge Bouchard en parle beaucoup dans ses livres, il y a eu des maires de San Francisco, si j'ai bonne mémoire, qui venaient du Québec. Il y a eu des gens à Détroit, à Chicago, tous ces coins-là des États-Unis, c'était la grande Amérique française, la grande Amérique autochtone, la grande amérindienne, où les commerçants francophones d'Europe se sont mixés avec tous ces gens-là, ont voyagé. Les grands voyageurs, c'est un beau monde. Et on est issu de cette américanité-là. On l'a perdu parce que des historiens nous ont appris une autre Amérique qui n'est pas du tout vraie. Ferron a tenu à remettre les pendules à l'heure par rapport à toute cette histoire-là. Puis on peut en être fier. Bouchard le fait avec grande classe, d'un texte à l'autre, d'ailleurs. Oui, puis dans Lionel Groulx, tu évoquais la figure de Lionel Groulx qui s'est vraiment campé dans un coin. Lionel Groulx racontait que, parce que les coureurs de bois, qui étaient une figure emblématique de la psyché québécoise, les coureurs de bois, quand ils revenaient de leurs expéditions à travers la vaste Amérique franco-autochtone, revenaient dans leur village comme des héros. Et il fallait trouver toutes les manières possibles de convaincre les jeunes hommes de ne pas prendre la forêt pour partir. Alors là, il a comme fabriqué, si on veut, le mythe, qui est quand même une réalité, mais il a fabriqué la figure du cultivateur, qui, le sédentaire, qui s'opposait aux nomades. Et on voit bien, les Québécois, ils ont la bougeotte quand même. Hein? Ils ont envie d'un pays, puis en même temps la bougeotte. Ça pourrait peut-être, les deux figures au fond du Québec pourraient être d'un côté aussi, et Ferron, et Lionel Groulx. Une espèce de tension, là. Un autre fait avec Lionel Groulx, justement, où il a publié L'Appel de la race. Pour lui, Ferron, c'était de la bouillie pour les chats, au sens où, pour lui, la race, on veut bien, est-ce qu'il y a une race chevalique, parce que lui, il appelait ça un point de vue vétérinaire. Parler de race, pour lui, ça n'a aucun sens, là. Surtout à la manière de Groulx. On peut en parler pour la race, le cheval canadien, tout ça, mais toutes ces races-là, si on va en parler, ben c'est des métissages, c'est des croisements entre différents, pour en arriver à créer, ben c'est ce qu'on est aussi, là. Le petit cheval canadien, ben, il n'est pas venu du premier cheval qui est arrivé ici, ils sont tous morts. Les conditions ne le permettaient pas. Ça a pris des croisements pour en arriver. Bon, ben, on est ça aussi, là, des survivants d'un hiver, et avec l'aide des Amérindiens, des Autochtones, qui nous ont aidés, un peu comme les gens du Mayflower aux États-Unis, qui n'auraient pas pu survivre sans l'aide des Amérindiens. Belle Fourette, ils ont aidé les gens du Mayflower à survivre, puis ceux-là les puritains se sont virés contre les Amérindiens, puis les ont, à ni plus ni moins, exterminés. C'est un peu ironique, là. Mais il y a lire sur Ferron et Groulx, il y a des choses magnifiques à tirer comme conclusion. Quelqu'un a une autre question? Oui. Je pensais que Pierre nous parle de son expérience Ferron à Longueuil. Bon, ben Pierre, tu peux peut-être t'asseoir à côté. Venez. Juste allez, va prendre une anecdote. Va t'asseoir à côté. Venez. C'est un traquenard. Non, c'est pas d'anecdote quand même. Bonjour. Bien, enchanté. Bon, c'est à Luc qu'il faudrait poser la question. C'est lui qui m'avait. Non, mais c'est lui qui m'avait repêché, à vrai dire. C'est ça. C'était pour ça faisait combien d'années? Le 20e anniversaire. De son décès, hein, c'est ça. Puis, il y avait eu un architecte qui avait fait, en arrière de la Maison de la Culture, qui avait fait un jardin, le jardin de la Mélancier. Oui,
325e anniversaire de Longueuil. Oui, c'est ça, il y Et, avait. le centre culturel du Vieux-Longueuil s'appelle le centre culturel Jacques-Ferron. Donc, c'est ça qui a donné les conditions pour qu'on ait eu une bonne aide. Et puis, Pierre a animé la chose. Ben, moi, j'ai organisé les deux parades, le début puis la fin, les parades du bon côté des choses, les parades du mauvais côté des choses. On comprendra de la Mélanchier. De la Mélanchier, effectivement, que j'ai lu 3-4 fois. Fait que, j'ai adoré ce livre-là parce que ça va... c'est poétique, c'est au 2e degré, puis en même temps, ça nous touche directement. Tout à fait. Les parades, c'était l'idée de jouer avec un peu la folie du bon côté et du mauvais côté. Puis j'avais réquisitionné, on avait un petit budget, mais réquisitionné la fanfare pour Pau, que vous connaissez, avec des comédiens qui jouaient, comment ça s'appelle, Tinamère, Léon. Léon, oui, puis Etna, oui, c'est ça. La mère, c'est ça. C'était Suzanne Champagne, le père, c'était Oné de Melançon, puis la fille, c'était Alice Touga Saint-Jacques, qui joue dans les... comment ça s'appelle? J'ai toujours de la misère à me trouver. La canaille, effectivement. Ce nom-là, je ne suis pas capable de le retenir, malgré que j'ai trouvé très bon. Oui, pour mettre en valeur donc ce visuel, on partait du parc Saint-Marc, Sainte-Marc, c'est ça, hein? C'est un nom à dire. Puis on allait au parc où est-ce qu'il y a la Maison de la Culture. Et puis on passait dans les rues, en tout cas avec le service de la culture de Longueuil, qui sont un petit peu frileux parce que, bon, il y avait raison aussi un peu. Parce que c'était, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, fait qu'on n'avait pas de copie à leur montrer d'avance. Et puis, les gens, l'idée, c'est que j'avais pris des mots, des expressions de Ferron qui sont dans le livre. Puis j'en avais fait des pancartes, comme des pancartes de manifestation. Puis il y en avait une pile, puis j'invitais les gens à choisir une pancarte. Puis on a fait la parade avec la fanfare, puis le monde en passant, il prenait une pancarte, puis il embarquait dans la parade. C'était super cool. Oui. C'était surréaliste. Ça allait bien avec le livre, c'était parfait. Puis j'en ai encore des pancartes chez nous. OK. Oui, parce qu'on ramasse plein de choses. Puis après, à la fin, il y a eu la parade du mauvais côté des choses, où là, on ne pouvait pas être dans la rue parce qu'on n'avait pas de permis. Puis parce que la première fois, il y avait la police en avant, la police en arrière. C'était complètement surréaliste, ça aussi, juste ça. Et puis la deuxième fois, on ne l'avait pas. Mais spontanément, on est allé dans la rue, puis on a marché jusqu'au parc. Puis là, il y a eu des discours, puis il y a eu, je ne sais pas trop quoi, là, il y a eu des choses là qui seraient plus, ça, c'était... On a planté un grand... Oui. Il est encore là? Ben oui, avec une plaque. OK. Bon. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. D'ailleurs, j'ai envoyé hier, en voyant l'invitation d'Alain Arthur, j'ai envoyé à quelqu'un un messenger pour dire que j'ai des photos de ça, puis c'est à toi, puis mettre ça sur le site. La page. Tu me donneras ton adresse courriel, je t'enverrai ça. Et puis voilà, c'est ça. Parce que c'est très beau, est-ce que je veux juste finir. L'iconographie, il y en a long de même avec tout, c'est vraiment très bien. Fait que c'est là que je me suis dit, mais ce serait fun de rajouter ça. La Mélanchier, c'est un roman fabuleux. C'est l'Alice au Pays des Merveilles québécois, c'est un roman de l'enfance. Il faut lire une fois, combien de fois? 3 ou 4 fois, puis je reconnais des bouts parce qu'il y avait des bouts qui étaient qui punchaient plus. C'est un grand roman, effectivement. C'est où on revisite l'enfance. L'enfance au tout début avec les parents qui sont rois et maîtres dans nos vies. C'est le bon côté des choses. Puis j'avais la version, c'est qui avait le jour ou le jour, ouais, c'est ça. J'avais l'édition du jour, comme celle-là, turquoise et ça. C'était ça. Voilà, c'est tout. Merci. J'aimerais juste quelques derniers mots vous lire. Je cherchais quelque chose pour clore ou quelque chose qui nous amènera quelque chose vers la fin, puis de beau sur Ferron. Vous avez Ferron Post-Scriptum de Ginette Michaud
qui est un magnifique livre, comme tous les cahiers Jacques Ferron, qui est une série de 14 numéros. Tout est à lire, je vous le dis encore, tout Ferron est à lire, mais les cahiers, c'est une grande œuvre. C'est des passionnés qui se sont accordés pendant des années à publier ce qui s'appelait à l'époque Ferron inédit. À la 4e de couverture du livre, Ginette Michaud nous dit au sujet d'un collègue écrivain, Ferron confiait, et c'était un autoportrait à peine masqué. Ce que j'admire le plus en lui, c'est qu'il ait su concilier son pays tout en restant fidèle à lui-même et qu'il n'ait pas craint de rester au cœur des contradictions où cette attitude le mettait. Ferron pensait aussi que l'honneur de l'écrivain, justement, est d'être libre, disponible, non corvéable. La dignité, donc, la liberté, l'honneur, ces 3 mots condensent la grandeur véritable de l'œuvre de Jacques Ferron, façon qu'il lui est propre de faire ou de laisser grandir en elle, avec elle, son lecteur en l'affranchissant. C'est un grand écrivain. Consultez ses livres, lisez-le, allez-y. Je ne peux que vous dire, Foi de Ferronien, pour les avoir lus une quinzaine de fois tout l'œuvre, vous allez vous retrouver le Québec, un Québec que vous allez aimer. Je lui dois ma connaissance de façon très personnelle d'un Québec que j'aurais jamais connu, comme la pensée politique aussi. Animer sa page Facebook comme je le fais depuis des années, c'est ma façon très personnelle de payer ma dette à son endroit. Lisez-le, bonne chance, soyez heureux, bienvenue dans l'œuvre. Monsieur Pinchot. C'est un moment d'inviter un poète. Ah, ça pourrait être moi. On n'est jamais si bien invité que par soi-même. Bon, puis Jocelyn va jouer de la guitare pendant ce temps-là, c'est bien. Bon, ben j'ai un livre en chantier, ça s'appelle Le Clown Métis. Hein, ça donne bien. OK. Ah, c'est ça. Le clown métis, c'est qui? C'est Rodrigue Chocolat Tremblay, bien sûr. C'est mon grand clown métis. Ma métisserie est ouverte aux confluences du petit monde du clown métis et aux grandes civilisations. Entre l'arbre et la constellation, le serpent est jumelé au bouleau. Ouais, le serpent est jumelé au bouleau. La constellation du serpent est jumelée au bouleau, l'arbre. Ça, c'est dans la tradition celtique, l'astrologie celtique. Parce que le serpent perd sa peau, comme le bouleau perd son écorce. C'est ça. Les deux perdent leur peau. La petite ours est associée au sapin. Moi, je suis petit ours sapin. Je suis né le 22 juin. Le petit ours et le sapin. Je suis très boréal, moi. Ainsi de suite, il y en a 36 des signes astrologiques celtiques en passant. J'ai toujours pensé que j'étais un celte, moi. Mais c'est en cours de route, j'ai compris que j'étais un métis. C'est par ma grand-mère, Anésie Larade. Puis la gang des îles de la Madeleine. Toi aussi? Non? Micmac. Moi, je suis un saule pour cela. Ah, toi, un saule. Je suis un saule. Oui, c'est ça. Dans la grande danse des arbres et des forêts, nos amis les druides et les chamans sont ainsi liés à l'aventure de la nature, du Manitou et les dieux celtes. Les envolées cosmiques de l'univers en expansion sont alimentées par Hercule et les demi-dieux. Hercule, méchant demi-dieu, lui, quand il a mordu Héra au sein, ça l'a giclé dans tout l'univers. C'est devenu la Voie lactée. Dans la mythologie grecque, bien sûr. Comment il s'appelle? Robert Graves. Sir Robert Graves. Introduction, pas introduction, mais histoire de la mythologie grecque m'avait vraiment impressionné parce qu'il raconte que Zeus n'était pas le grand chef des dieux dans ce temps-là, pas en tout. Il décide de donner des champignons magiques à tous ses soldats pour
prendre le contrôle du, comment qu'on l'appelle, le Parthénon, hein? Parthénon. Fait que là, il gagne la guerre des dieux, notre ami Hercule. Puis, pour récompenser ses soldats, il construit une ville, il lui donne une ville qui s'appelle encore aujourd'hui Mycène, Mykonos en grec, champignon, ouais, mycologie. Fait que Sir Robert Grave, là, j'ai bien aimé sa mythologie grecque. Pourquoi la mémoire des rêves ressemble-t-elle à de la gélatine qui s'effiloche dans les sables du sommeil? Les sables du sommeil. Thérèse Renaud, hein, Les sables du rêve, publié, ouais, belle petite collection, les herbes rouges. Ça m'a vraiment impressionné, ça. Cahier de la file indienne, première édition. Wow. C'est le problème avec les écrivains, c'est que c'est toutes nos lectures qui sont notre écriture, finalement. C'est la Pâque. Tiens, c'est la Pâque. Le livre accordéon se déroule. C'est le livre accordéon? Sonia Delaunay avec Blaise Sandrard, le livre accordéon. La prose du Transsibérien. Et de la petite Jeanne. Et de la petite Jeanne de France. Je pense qu'il a écrit ça à New York, cet ami Blaise Sandrard. C'est pas à cause de lui le Don Quichotte, mais peut-être avant le Monseigneur Don Quichotte. Rocambolesque personnage sorti du début du premier millénaire de l'Espagne mort. Le guerrier, le mercenaire amoureux, le Cid. Rodrigo. As-tu du cœur, Rodrigo. Vit des aventures qui ont inspiré une littérature énorme. Et le clown métis naquit un chocolat mythique. Ça choque, ça choque. C'est une collision, un carambolage, un télescopage. C'est le heurt, les heurts. C'est le heurt de la percussion, le tamponnement. Être en chocolat, c'est être frustré, privé d'une chose sur laquelle on comptait. Vous pouvez trouver l'esprit du chocolat dans les formes diverses. En billes, en bouchées, en croquettes, en crottes, en pastilles, en plaques, en tablettes et en truffes. Et bien sûr, tout cela vient du cacao, le cacaholte. En langage toltèque. Les ancêtres du chocolat étaient d'une part Quetzalcoatl, je ne sais pas comment on veut le dire vraiment en langue. Quetzalcoatl, le serpent oiseau et la femme coyote, Coca ou Alté. Tantôt déguisé comme un vieillard masqué, tantôt comme un serpent à plumes, il fut un dieu civilisateur. Lui, il s'appelle Quetzal. C'est le roi prêtre de Tula dans le monde toltèque. Tula, il est situé dans l'état de Hidalgo et son temple est une affaire impossible à prononcer comme un volcan islandais. Tlahuitzcalpantecote, ce qui signifie le temple du matin. Ils étaient des Toltecs qui se sont fondus à la civilisation maya de Chichen Itza. Nous retrouvons dans le panthéon toltec le Quetzalcoatl, qui est le serpent à plumes, aussi appelé l'oiseau de tonnerre. Avec Rodrigue avec son cirque du tonnerre. Fait que quand je lis ça à Rodrigue puis à Nicoletta, là, cette affaire-là, ce début de projet de livre-là, lui, il n'en revient pas, il dit ça se peut pas. Alors, je lui dis oui, vraiment, vraiment, ça te ressemble, Rodrigue, ça, cette affaire-là. C'est comme un serpent à plumes avec un oiseau tonnerre. Le Huitzilopochtli, qui est le dieu de la guerre et du soleil, et le Tlac-Cloc. Ça sonne vraiment bizarre, Tlac-Cloc. Clac-cloc, c'est le dieu de la pluie, hein? Clac-cloc, clac-cloc. OK, selon la légende aztèque, le cacahualte était un aliment sacré. Quetzalcoatl l'avait volé à ses frères les dieux et allait planter à Tula. Il avait demandé à Tlac-Cloc de le nourrir de sa pluie. Le soleil allait alimenter de ses rayons ardents et à une autre dieu de la fertilité de l'embellir de ses fleurs. C'est ça. C'est comme ça. L'origine du chocolat, c'est ça. Le chakawa. Le chakawa. Hein? Le chocoal. Ouais. C'est une décoction qui nous provient du cacaoyer, dont les fruits sont les cabosses, dont on extrait la théobromine. On grille les amandes dans une poêle de terre, puis on écrase les fers en 2 feuilles. C'est ça. Le coyote. Etc. Le coyote, l'animal fétiche de Rodrigue Chocolat, le coyote. Puis Rodrigue Chocolat, chez les Toltecs, le coyote,
C'est le diable, le trickster, le joueur de tours. Celui qui fait bouger l'ordre du monde. Les Nawa l'appellent ironiquement le Pio Te Kwami, c'est-à-dire le jaguar des poules. Je trouvais tellement que ça n'avait pas d'allure que ça ressemblait à Rodrigue. Ah, c'est pas tant que j'ai réécrit tout ça, cette affaire-là. Mal écrit. C'est ça. Il y a une femme coyote qui avait donné l'hospitalité du soleil, tenta de lui dévorer la tête, mais le soleil s'en tira indemne. En représailles, il la fit brûler dans le Temazcal, bain de vapeur, l'ancêtre du bain sauna, la tente de sudation. Ben, c'est ça. Cette victoire du soleil, cercle du soleil, préfigure, elle, quotidiennement répétée à la venue du jour, une victoire sur les monstres de la nuit et sur le monde souterrain. Le coyote est donc un dieu vaincu, toujours affamé, toujours vaniteux. Au terme de chaque aventure, humilié, le ventre vide, il nous rappelle le Roadrunner qui essaie d'attraper le gros oiseau, mais il se laisse berner par ce dernier. C'est le clown métis qui nous fait toujours rire, un perdant magnifique. Ouais, j'aurais bien aimé ça faire la petite librairie au coin de Marianne et Saint-Laurent, là, le beau petit local en face de Léonard Cohen, j'aurais appelé ça les perdants magnifiques. Tu sais. Le livre de Léonard, tu sais, un beau local. Fait que moi, je sais ça. Tac, 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 tac. That's it. Fait que c'est ça. Bel hiver dans les pièges à con. Ah, je viens de voir le mot Carmen Avril ici. Mon presto subito se met à siffler la chanson des cuissons comme un piccolo. Je cannibalise le chapiteau. Tôt ou tard, j'étendrai mon hamac et nous boirons la tequila et le mezcal en chantant la chanson de Carmen Avril. Je suis un gitan du Lac-Saint-Jean. Nous ne pourrons plus sortir du Pied-Quagami. Le saumon d'eau douce changera de nom de couleur. La pêche au confluent de la Mistassini. En remontant la rivière Fullding et Dingo, comme des Mexicains del Norte, le sombrero sur le nez. Petit chapiteau individuel pour la farniente et la sieste. Les totems. Il y a les enfants forts ici. Les enfants forts seront transportés chez les poètes et les grands cirques ordinaires redeviendront extraordinaires comme une vraie fanfare foquée. Dans mon monde algonquin, la nature n'a pas besoin de moi. Que dois-je faire pour refaire le chemin inverse? Modifier le passé, colmater le tunnel du temps. On ne veut pas sonner la cloche, le tocsin, le voisin, crier au loup. On ne peut pas donner un vaccin à l'histoire, l'antidote des massacres, l'anticorps du meurtre. Le temps passe, il y met le temps, mon cher Boris. Arthur, où t'as mis le corps? Le calumet, le chauve, le chanvre, le tabac. Les mitaines pas de pouce. Les mitaines pas de pouce ici. Les mitaines pas de pouce. Les aphorismes des enfoirés. Tiens, le clown rhinocéros. Que fait politique, mes amis, clown métis, dans la vie démocratique du pipi, dans le pol-pot, de la crasse et des tic-tic et des tac-tac et des toc-toc quand on est un créateur, un travailleur culturel, un artiste hors réserve. Bon, un vent créole souffle sur les Appalaches. J'allume mon bûcher, c'est ma cérémonie des adieux au diable dans le cercle concentrique qui entoure l'univers des défunts. Il y a 12 niveaux. Le cercueil s'avance dans le four crématoire. À son enterrement, le clown métis en habit d'apparat accueillera ses amis et ses ennemis. Viendront se recueillir les quêteux de partout, les petits Chinois de la Sainte-Enfance, les troncs d'église, les pèlerins de Sainte-Anne-de-Beaupré, un robineux de l'avenue Mont-Royal, des portiers du métro Berry, un vendeur d'indulgences plénières, le petit dernier arrivé à la Cour des Miracles, la quêteuse du monastère du Très-Saint-Sacrement, la pute du coin Papineau, Ontario, les 2 témoins de Jéhovah du dimanche matin, le bedeau avec son panier pour les dons, le jeune boy scout qui ramasse les vides, la gang d'Inuits souriants de la binerie Mont-Royal, un imitateur de Paul Rose déguisé en femme avec un bas de nylon sur la face, avec Bébert de l'île du Repos, le dernier secrétaire de Louis Riel assis sur son tapis d'itinérant volant à Manhattan, des jeunes surfeurs habillés comme des bacs verts, une gang de punk avec leur snorkel, une délégation de mouettes du parc La Fontaine, les vieux pigeons de la plage Jean-Cartier, le prince des écureuils du parc Laurier, Jean Horache fera une apparition surprenante. Victor, le misérable, sort de sa cache une fois pour toutes. Jambe de bois nous prédira le beau temps pour demain. Des juifs du camp de la mort chanteront l'hymne à la joie. Une loque gagnante de l'auto distribuera des pinottes. Des laissés pour compte de la Grande Babylone interpréteront les songes d'une nuit d'été. Et la grande famille des artistes du Québec feront un boucan d'enfer pour saluer le maître. Les représentants des peuples opprimés lui rendront un hommage spécial.
les expulsés, un fusil à les hommages spéciaux, les expulsés, un fusil à confetti, les exfoliés, un pot de moutarde, les emprisonnés, les mahons, un expatrié, un laissez-passer, un voyageur, un aller simple, un éliminé, un gant de hockey, un ostracisé, une camisole de force, un oscarisé, une palme d'or, un porteur d'eau, une gamelle, un locataire, une paire de clés, un ange au ciel, son bail expiré, un chômeur, une fleur en plastique, un bénévole, un sandwich au fromage jaune, un voyou, un monocle, un clandestin, sa cagoule. Un cœur d'itinérant honnera l'hymne des fous du cirque. Dans le cercle, tous se récitent. Ce qui m'encercle, c'est mon bicycle. Le tabernacle se la boucle sur le socle. Il y a la débâcle sous le couvercle d'or, le clown du miracle. Fait tout réécrire ça, cette affaire-là. Ton intervention n'est pas suivie d'une période de questions. On va disséquer des grenouilles. C'est rare que les poètes on les soumet à des questions. Ah oui, c'est ça. Tu te sauves comme ça, là. Bon, Je sais pas. annonce-le, là. C'est fou, je l'annonce. Ben, Un médecin cérémonie. écoute. Nous sommes commandités par la belle gueule. En plus, c'est vrai. Ça, c'est secret entre les partenaires. Qui voudrait réciter quelque chose à cette heure-ci, là? Ben, j'ai un petit texte parce que j'ai beaucoup de choses à lire ce soir. Ouais. Et puis mes amis vont enlever un peu plus tard. OK. Donc, un ami que tu connais depuis longtemps, OK. qui connaît Robert Gélina. Ah, Oui. ouais, super. Ben, bien, Daniel Guilbeault. Donc, j'ai un court texte que je veux lire d'improviser. Veux-tu qu'il t'accompagne un peu à la guitare? Oh non, moi, c'est quand je lis de la musique. Non. Comme ça. Je vais changer mes lunettes. C'est très court. Je vais sortir ça. Je vais t'accompagner jusqu'à la caméra, tu permets? Ouais, sur le bien. On voit si t'es assez beau d'abord, Daniel. Là, le contexte. Je dois être assis. Hein? Ben, tu dois être assis, oui, parce que regarde. Ah, Dis-moi comment tu te trouves avant de. je suis tellement émerveillé en me voyant. Miroir de l'écran. Alors, Alors, présente-toi, Daniel. ben, c'est moi, Daniel Guilbeault. La planète entière me connaît, mais voilà, personne ne me connaît, mais je suis là. Et ben, c'est ce court texte que je vais vous lire maintenant, qui n'a pas de titre, mais qui fait partie d'un recueil qui s'appelle « Ce monde pourri que j'aime tant ». N'est-ce pas? Alors, ben tiens, Merci. je vais vous laisser rentrer Oui, merci d'accueil. tranquillement. J'ai un court texte que je vais lire. Et oui, alors, je voudrais que la mer arrête d'être morte, dans la fatalité des heures qui se décomposent, sous nos pieds meurtris, enfoncés dans la boue et le mépris. Je voudrais que tout le savoir du monde porte fruit, que Dieu apprenne enfin à danser, et que les Amérindiens jettent leurs croix et brûlent les églises qui ont fait d'eux des parias. Je refuse d'accepter le meurtre comme une chose normale. Je suis insoumis à ces guerres que l'on veut me faire avaler, comme si demain n'avait rien de mieux à m'offrir. Voilà, merci. Pas période de questions, Je peux vous dire d'autres choses. Maintenant, je suis assis. là. Surtout que maintenant que nous sommes assis. Oui. Et voilà, quelques histoires, toujours de ce recueil. Je suis hors catégorie. Je vis loin des ghettos et des murailles où vivent enfermés les cerveaux rabougris. Je ne suis pas un esprit suicidaire. Les sociétés peuvent bien se castrer. Il va toujours y avoir des êtres inspirés pour s'élever au-dessus des cimetières. Je suis hors catégorie. Je n'ai pas de nom dans les banques de données. N'essayez pas de m'assimiler à ces hashtags de souffrance où la tristesse est célébrée comme une rédemption. Je désobéis.
Je m'inconduis et je vous harcèle de ma poésie. Vous pouvez me mépriser, vous moquer de moi et même avoir envie de me tuer. Je m'en fous. Je suis ici devant vous et j'ai le courage d'être moi. J'ai fait brûler la maison de mon enfance pour m'inventer un toit fait d'étoiles et de fonds marins. J'ai marché en moi-même jusqu'à me révéler nu dans une ville où la beauté est devenue un blasphème et le désir un scandale dans l'esprit des assassins. Je me suis levé à la verticale du monde en caressant les seins d'une femme, survolant les cruautés qui nous habitent tous et l'insomnie qui nous empêche de rêver nos vies. Je me suis créé un univers où seule ma parole compte. Elle glisse sur vos peaux d'indécence, refusez l'amour quand il se présente à vous dans l'anonymat d'un regard. J'ai cessé de me blesser, de me croire victime, car je suis seul en cause dans ma décision de naître. Pourquoi me faudrait-il un Dieu ou une équation pour m'indiquer le chemin? Car quand je sais depuis si longtemps où je vais et d'où je viens. La guerre entre les hommes et les femmes n'aura pas lieu. Je ne serai pas un soldat de l'apartheid, un combattant de la méfiance et de la peur. Je n'appartiens à aucune génération. Je ne suis pas un homme blanc de 50 ans et encore moins un mammifère ou une poussière d'étoiles. Personne ne m'enfermera dans ces constructions mentales, ces pseudo-réalités pour débiles. Non, la guerre entre les hommes et les femmes n'aura pas lieu. Je ne serai pas une victime des mots ciseaux qui découpent l'intelligence pour en faire des rideaux d'ignorance sur les réseaux du néant. Personne ne me dira comment penser au nom de la pureté de la race, du sexe et du sang. Je ne suis pas un égo rétréci à sa substance qui revendique l'horreur de l'histoire pour se donner bonne conscience. J'ai trop écrit dans ma vie pour me réduire à venger mes ancêtres et condamner mes frères et sœurs sur la place publique. Je vous le dis, mes amis. La guerre entre les hommes et les femmes n'aura pas lieu. Voilà, merci. Oui. Jocelyne, tu viens. Prends la place. Oui, je prends la place. Toute cette histoire de chocolat, de Dieu, oui, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, Oui. c'est le même test. Alors, comment tu te juges? Super. Ah ben voilà. C'est ça qui est cool. Le sens de l'humour me sauve la vie. À nous tous. Oui, oui, absolument. Mais je n'avais pas prévu de lire. Juste m'imprégner des lieux, vous rencontrer, toi, puis Fabienne, que c'est une chose que je voulais faire depuis longtemps. Est-ce que la musique te convient? Jocelyn, pour Jocelyne, la musique, comme tu veux, c'est. Le titre, c'est Mystique Mexique. Voilà. Là, c'est la faute d'Alain Arthur qui a parlé de ces dieux-là. L'année dernière, j'ai participé au défi NAPOMO, National Poetry Month, d'où NAPOMO ou MIPLAF, le mois international de la poésie de langue française. J'ai relevé le défi tout en terminant un roman débuté il y a 34 ans qui s'intitule Puzzle. On me demandait d'écrire une suite. Je disais, ben non, c'est impossible, on ne peut pas diviser le livre, impossible. Finalement, oui, c'est arrivé. J'ai eu l'inspiration pour une première page et puis là, on me dit, ah, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu écrives un livre là-dessus. J'ai dit, OK. Et puis, oh mon Dieu, je me suis trompée dans mon... Bon, je ne suis pas habituée avec mon... Je ne fais jamais ça, lire sur mon cellulaire, en tout cas. Et puis, ça va bien. Puis, ça s'appelle La voix du serpent à plumes. En réalité, j'aurais dû appeler ça La voix de Quetzalcoatl, mais c'est un peu raide. Tu lis ça sur un livre que, tu sais, Quetzalcoatl, c'est pas vraiment attirant.
Alors, ça s'intitule Mystique Mexique. J'ai suivi les traces d'ancêtres incertains, rêvant d'un passé lointain. Impression de retourner chez moi, alors que je me rendais en pays étrangers, avec un moi décomposé à reconstituer. À Teotihuacan, là où les hommes se transforment en Dieu, j'ai gravi la pyramide du soleil, merveille sans pareille, symbolisant la vie. Mais quelle ironie, avec sa vue sur l'allée des morts. Au sommet, j'ai respiré le parfum éternel de la mirifique amoureuse Frida Kahlo, ayant pourtant trompé son mari avec le révolutionnaire Trotsky. Goût de rébellion dans la bouche. Étrange retour du balancier, Trotsky se fit assassiner. Frida se remaria, à Rivera. Soleil de plomb, insolation, isolement, solitude à deux. Pour connaître l'ivresse de ce sommet, l'on doit gravir 265 marches si hautes et étroites que l'on doit se cramponner à des chaînes solidement ancrées à côté de moi afin de garder son équilibre paradoxal. Là-haut, voir à des kilomètres à la ronde, deviner des temples lointains sous des collines trop coniques, enfouis sous la jungle luxuriante, serpents et scorpions en prime, ainsi que moustiques qui piquent, constante typique du Mexique. Aussi, voir des visiteurs petits comme des fourmis, un soi insécure, ne se croyant toutefois pas à la hauteur du reste du monde. S'imprégner d'une civilisation disparue afin de se retrouver soi-même dans un monde inconnu, le mien. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. On emprunte guère davantage les chemins les moins fréquentés. Sans le savoir, on déambule souvent dans l'allée des morts, sans le savoir. Âme perdue à la recherche de secrets, menant à l'art de s'aimer soi-même. Un jour, je vous raconterai mon expérience mystique vécue au cénote de Chichen Itza, m'ayant révélé au fil du temps les chaînons karmiques ayant marqué ma vie amoureuse. Entre-temps, je me laisse bercer entre les bras de Morphée, dieu grec des rêves prophétiques, moins insécurisants que ceux des Aztèques et Mayas, assoiffés de sang au Yucatan. Clin d'œil humoristique. Morphée, dieu soporifique, vous souhaite une bonne nuit. Et voilà. Merci. Alors, mon expérience mystique, je la raconte. Oui, ah, d'accord, merci. Un rappel. Wow. Oh là là, je ne suis vraiment pas. Je vais essayer de trouver quelque chose de. Mais ton expérience mystique, avant de lire ton texte, est-ce que tu peux nous en parler librement? Oh! Sans appareil? Oui. Oui, docteur. En 1974, je suis allée là avec un boyfriend. Et puis, la relation était plus ou moins bonne, mais bon. On sentait que la relation était pour se terminer après 3 ans environ. Il n'y avait pas de champignons magiques? Non, il n'y en avait pas, mais dans mon livre, il y en a. Et on va visiter le temple de Quetzalcoatl, mais dans ce coin-là, c'est Kukulkan. Ça, c'était le nom en maya.
On continue ensuite, on passe à droite du temple des guerriers, le temple aux 1000 colonnes. Je suis retournée voir sur Google Maps Street View. On peut faire ça quand on veut visiter un endroit. Et en 2011, c'est totalement, mais totalement différent de ce qu'il y avait en 1974. En 1974, le chemin était rocailleux, c'était bordé de la jungle de part et d'autre, tandis qu'aujourd'hui, ben, c'est des marchands. C'est comme des marchands du temple qui vendent toutes sortes de bébelles qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait trouver avant. Je ne le vois pas de mes yeux, je le vois avec les yeux de l'esprit, mais moi, je ne veux pas aller là. Le cénote, j'ai aucune idée de ce que c'est. Tout ce que je sais à ce moment-là, c'est que c'est un puits. Je vois comme un double de moi-même qui marche à quatre pattes, à reculons, qui ne veut pas y aller. Et puis, en tout cas, mon boyfriend, mon ami de cœur de ce temps-là, il me force un peu à y aller, il me prend par la main, puis tout ça. Puis rendu en face du cénoté, je suis plus capable. Je suis plus capable. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille de là. Alors, je lui dis, ben écoute, reste ici si tu veux, mais moi, je suis plus capable. Je vais vous attendre parce qu'on avait un compagnon de voyage qu'on avait rencontré à l'improviste. Et je dis, restez ensemble, là, mais moi, je m'assois au temple des 1000 colonnes, je me repose. Et ce n'est que peut-être un an plus tard, quand j'ai lu là-dessus, que j'ai appris que c'était un puits des sacrifices. J'ai une amie qui donnait des cours d'ésotérisme d'un paquet d'affaires et qui m'a appelé à un moment donné pour me dire « Oh, Jocelyne! » Puis j'ai suivi des cours pendant 4 ans, là, des cours très pointus sur toutes sortes d'affaires, l'astrologie, la réincarnation, les pouvoirs extrasensoriels, tout était là pendant 4 ans de temps. Ben, Jocelyne a dit, je comprends votre affaire, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans une incarnation passée, vous étiez une vierge. En raison de votre grande beauté, vous avez été choisie pour donner en sacrifice aux dieux. Et le mariage qui devait avoir lieu n'a jamais eu lieu. Puis je me suis dit, oh, dans le fond, j'avais comme, dans ces années-là, j'étais dans la trentaine, les histoires d'amour, ça foirait tout le temps, ça n'avait pas d'allure. Fait que j'ai fait du travail sur moi, sur un paquet d'affaires, puis cette histoire-là m'a libérée. Puis quand je suis retournée en 83, j'avais l'impression de retourner chez moi. Ça me disait ça à répétition dans l'avion. Je ne comprenais pas pourquoi, mais bon, 4 ans plus tard, j'ai rencontré la personne qui était l'homme. De ma vie. Et qui vient de mourir. Voilà, c'est récent, le deuil est très récent. Alors, il est décédé le 13 et les funérailles étaient samedi dernier. Voilà. Alors, alors là, la porte est fermée. J'ai appris ce que je devais apprendre. L'amour s'est exprimé. Et une des raisons pourquoi je suis ici, c'est que la vie continue. J'ai été chanceuse. Toute ma vie, j'ai été chanceuse. Voilà. Alors, la vie est belle. On s'aime. Je vous ai toujours aimés, les deux ensemble. C'est du tonnerre. Continuez d'être heureux. La vie est courte. La vie est courte. Moi, mon histoire a duré 31 ans. Vous en êtes au début. Soyez heureux. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Ouais, ben, ça a l'air que c'est à mon tour. Mais moi, j'ai l'habitude de voir sur. Après 1300 vidéos, je me connais bien, disons. En fait, j'ai appris le YouTube a été un extraordinaire outil de connaissance. Vous le savez, Google
en sait plus sur vous-même que vous-même. Les algorithmes sont de plus en plus sophistiqués. Les agrégateurs sont de plus en plus efficaces. Mais on peut quand même échapper à tout ça. On peut échapper aux robots, somme toute, quand même, par l'humanité, par la poésie, par les mots. Hein. L'humain restera l'humain encore pour un petit moment, peut-être. Et je voudrais vous lire quelque chose, écrit par Fabienne, justement, Fabienne Roch, qui est mon épouse, et qu'on a publié en fin d'année 2018, Femme, à un détail près. Un titre un peu énigmatique. On peut supposer que... Enfin, Vas-y. D'accord. On peut supposer que Simone de Beauvoir, elle disait on n'est pas femme, on le devient. Donc, c'est un combat, c'est une lutte. Et les détails peuvent être troublants, peuvent être presque impossibles. J'écoute ça en même temps, je regarde les œuvres d'Arthur Alain. Alors, écoutez, je vais vous lire un passage, un chapitre. C'est un livre très personnel que Fabienne a écrit, où elle se dévoile avec une sorte d'impudicité et d'une grande honnêteté, une écriture que moi que j'aime beaucoup. Et voilà, je vais vous parler le désir. Seul Adam a mangé la pomme. Comment parler du désir? Mes fruits n'ont pas de queue. Oublie, oui, parce que tenez, je vous montre ici, le livre est intercalé par des peintures de Fabienne et des détails. De là, entre autres, aussi, le titre Femme à un détail près. Alors, vous voyez, c'est des pommes, c'est un panier de pommes où il n'y a pas de queue. Les pommes n'ont pas de queue. Comment parler du désir? Mes fruits n'ont pas de queue. Oubli non intentionnel qui me laisse à penser que mes désirs ne sont que féminins et pourtant. Peindre, prier. Je m'émerveille devant la nature. Je ris pour tout et pour rien. J'aime sans compter. La pluie frappe les carreaux. La petite fille danse. La beauté est offerte. Je n'ai qu'à prendre la joie de l'enfant, la lumière qui joue dans la transparence de l'eau et du verre, les taches d'ombre sur ton corps. Je n'ai qu'à peindre, laisser ma main droite vivre et ma tête libre. L'écriture est automatique. Je suis propre de tout sentiment de peur. J'oublie les peintures d'avant. Je ne suis plus personne. Un esprit qui désire la beauté. Nice, années 80. J'épuise mon corps sur des tapis de judo. Je n'arrive pas à tuer l'artiste. Mes amis ont la coupe de cheveux de France Gall et portent les tennis en dentelle de Philippe Salvet, le roi de la mode sur la Côte d'Azur. Je ne veux pas séduire. Je ne veux pas avoir de sein. Je suis exaucé. Je porte des jeans et des chemises de mon père trop grandes pour moi. Mes cheveux sont coupés à la garçonne. Je vais à l'école privée Sacerno, suivre des cours de dessin et de peinture à la Villa Tilleul. Ces cours sont ennuyeux. Je les sèche pour lécher la poire d'un garçon italien qui court derrière tout ce qui porte jupon, griffé du roi de la mode. Mon cœur est continuellement brisé. Je déteste mon milieu de naissance. J'en refuse les contraintes encore plus que les avantages. Mon entourage ne cesse de me dire que je suis insupportable. Je le suis. Je ne veux pas devenir adulte comme eux. Je ne me suis jamais senti enfant. Je me marie à 20 ans et une semaine avec le deuxième venu. Ouf! La fête est loupée. La robe en dentelle blanche parsemée de perles cousues à la main rendrait jalouse n'importe quelle fille de mon âge. Je fais la gueule sur les photos. Mon mari aussi.
Qu'est-ce qu'on fait là? Quelques mois plus tard, je suis enceinte. Je réalise que je ne suis heureuse d'être femme qu'en état de gestation. Le reste du temps, la féminité n'est pour moi que contrainte et sentiment d'injustice. Comment ne pas être piégé par un féminin victime de clichés ignobles, synonymes de futile, mièvre, sans intérêt? Je suis né avec le désir de peindre bien avant celui d'être fille. Combien de temps pour apprendre à conjuguer la femme et l'artiste en une même personne sans être déloyal à l'une ni à l'autre? Peindre est une pulsion noble. L'appétit est renouvelé par le fantasme inatteignable du chef-d'œuvre. Le désir n'aboutit jamais. Je maîtrise mon plaisir. Je le garde vivant. La peinture est une écriture. Elle peut tout dire et être comprise de tous. Mais comment aborder en peinture le désir physique de la femme artiste pour un homme? Comment figurer la scène d'amour? Pour la petite histoire, en 2013, j'ai peint La Syrie noire. Une de ses œuvres s'appelle Le dernier guerrier, que vous voyez ici, petite parenthèse, que vous voyez derrière moi. L'homme avait été tué par des Amazones intégristes qui, sans conscience, avaient exterminé les hommes. La scène du tableau représente la mise en bière et le remords des femmes assassins. Je travaillais sur la peinture lorsque mon compagnon de l'époque, en entrant dans l'atelier, m'a sommé de couvrir les parties génitales du personnage masculin. Il était furieux car, m'a-t-il expliqué, il se sentait humilié par une représentation masculine qui, de toute évidence, n'était pas la sienne. Comme s'il y avait eu un adultère entre l'œuvre et moi. Sacrilège! J'avais eu la témérité de désirer peindre un homme. En couvrant le sexe d'un linge, j'ai changé la signification de l'œuvre qui, de païenne, est devenue religieuse. Elle avait perdu son sens, mais l'honneur était sauf et le calme conjugal pour un instant revenu. En revanche, j'avais sous les yeux une descente de croix accidentelle que je ne pouvais m'empêcher d'associer avec emphase et un certain humour noir à ma vie conjugale qui, à cette époque, avait tout du chemin de croix. Le nu est un de mes thèmes favoris. Je le travaille depuis l'adolescence comme un musicien fait des gammes. J'ai eu la chance de travailler à la fin de la vingtaine avec des chirurgiens orthopédistes. Sur les tables d'opération, j'ai pu étudier le corps humain sous toutes ses coutures, fractures, articulations, peau. Combien d'artistes masculins ont représenté les hommes ou les femmes qu'ils désiraient? Pourquoi ce même désir pour son modèle transposé à la femme artiste, à l'artiste femme hétérosexuelle, ne peut-il pas s'exprimer aussi simplement? La figuration d'un nu masculin par une femme n'est toujours pas acceptée en dehors de traumatismes, de violence, de revendications féministes. Enfin, il faut que la raison soit bonne. Le désir seul n'est pas suffisant. Mes nus masculins déclenchent à chaque exposition les mêmes rires nerveux. Peu m'importe, lorsque je noue les cordons de mon tablier rouge, à ce moment précis, je suis dégagé de toute convention sociale. Je deviens
un point perdu dans les glaces de l'Amérique du Nord. Le blanc, plus loin que le ciel, m'a délivré de l'esprit de village. Pourtant, je continue à peindre le taureau, tout entière gonflée du mistral de ma terre. Je suis Camargue, saoul de soleil, enivré d'embrun, pimpante et fière au pays de l'hiver. Méthaudacieux, grandiose, je jubile de ma victoire. Tu m'as dit en voyant ta représentation en peinture que tu étais ma muse, bien que le mot muse n'ait pas de masculin. Je connais les contours de ton corps, la couleur et le grain de ta peau. J'inscris chaque image de toi dans ma mémoire comme une photo que je pourrais imposer lorsque l'œuvre me fera savoir. Tu n'as absolument rien d'une ridicule jeune fille à la robe vaporeuse qui négocie avec les dieux mon inspiration. Tu es mon modèle, naturellement mon modèle. Si tu veux bien, nous laisserons les dieux à la porte de l'atelier. Voilà, c'était un texte de Fabienne Roch, lu par La muse. vu par la muse. Par le museau. Ouais, le museau, ça, on l'a fait, on l'a fait souvent, celle-là. Alors, oui, je vais céder ma place à mon éminent confrère. Moi qui vais. Il n'y a pas de période de questions, Pas non? de période de questions. Ah oui, donc, période de questions. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Ah oui, c'est ça que je voulais vous faire. À vrai dire, je voulais chanter Jack Monologue met une blonde, Jack Monologue était indien. Il la voyait tous les dimanches, mais ses parents n'en savaient rien. L'eau de la rivière Mingante, tous les boulots s'en rappellent. La Marilouche, elle était belle. Jack Monologue était fringant. C'est une vraie toune de métis, ça. Mais j'en ai choisi un autre, à vrai dire. Trois par trois en rang vont les robots bardés de chair et de sang. Ils ont tous le pas. Un robot ne connaît pas la couleur de la peur. Ils ont à la main comme une bêche, mais ce n'est pas une bêche. Ils vont leur chemin comme au jardin, mais ils ne vont pas au jardin. Au jardin, le jardinier s'affaire doucement, comme quand on a tout son temps. Il faut endormir la terre, il faut cacher le printemps, juste entre l'arbre et l'écorce, et le jardinier s'efforce d'enlever au vent vivant une odeur brûlée de l'automne. Les robots sont beaux. L'or et l'argent ont la couleur de leur peau. Pas un déserteur, un robot ne connaît pas la couleur de la peur. Ils suivent de loin comme un navire, mais ce n'est pas un navire. Non, non, pas besoin. Comme la mer, mais ils ne vont pas sur la mer. Sur la mer, un vieux pêcheur s'allume l'eau doucement, comme quand on a tout son temps. Il faut cajoler la brume de la voile et de l'avant, fendre le poisson, la lame, donner du corps et de l'âme, et laisser parler l'enfant. Neige peut neiger sur l'eau grise, 20 par 20 en sang. Vont les robots bardés de fer et d'argent. Ils ont tous le pas. Un robot ne perd pas, il ne peut pas. Ils ont dans leurs yeux comme une larme, mais ce n'est pas une larme, c'est un cristal creux. Et c'est une arme qui rendrait un homme heureux. Le bonheur est sur la mer, lointaine tendrement, comme quand on a tout son temps.
C'est dans une île incertaine, un jardin qui doit fleurir. Il faut émonder le monde et pêcher en eau profonde et s'empêcher de mourir. L'homme est bien la pomme de l'homme. Hasard complet. Mais la toune des robots, là, je suis sûr que Gilles Vigneault, là, il a fait tout ce disque-là là, sur l'acide. C'est moi vous le dire. Parce que, Non, sur les champignons. ouais, l'acide. Je pense qu'il aimait beaucoup l'acide. Puis Léo Ferré aussi aimait beaucoup ça partir sa brosse avec Léo Ferré. Il ne pas de Marie, pardon, il était correct. Ah ouais. Pas de Marie, l'acide. Non, j'ai expérimenté toutes les drogues Gilles Vigneault ainsi que Jacques Ferron, sans aucun doute. Puis là-dessus, là, je vais décréter une pause. Hey, merci à tous d'être là. On en reprend dans 15 minutes. Oui, bravo. Vous avez compris qu'on fait une pause de 15 minutes. 15 minutes. Oui. Il est 8h04, de retour à 8h20. Merci. On va aller voir